Ce programme vous est proposé par Orange. Orange. La technologie ne pourra jamais remplacer un professeur, une salle de classe ou des camarades. Chez Orange, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que chacun puisse continuer d'apprendre. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Parce que votre santé compte pour nous, vous aider à respecter les mesures barrières est notre priorité. Maintenez vos mains propres avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique. De plus, sans quitter la maison, vous pouvez tout gérer depuis votre téléphone. Et si par nécessité vous sortez, pensez toujours à vous protéger. Respectez la distance de sécurité de 1 mètre. Réglez toutes vos transactions sans manipuler de cash. Gratuit chez nos partenaires Orange Money. Votre sécurité, notre priorité. Respectez les consignes. Toutes les informations sur Orange Cares About You sur www.orange.cm. Orange. Mettre en perspective des parcours inspirants, donner aux jeunes la capacité de développer leurs compétences socio-professionnelles, mais également mettre en lumière des projets innovants et des concepts tout à fait inédits. Voilà l'ambition que nous nous sommes donnée à travers le magazine Carrière pour aider à l'orientation socio-professionnelle et surtout remettre certaines valeurs au cœur de la société. Un pari osé, pensez-vous, mais une expérience audiovisuelle encore inédite et bien réussie à notre avis, puisque grâce à vos soutiens et encouragements, nous en sommes à la 100e. Une édition spéciale donc que je vous invite à suivre très attentivement ce soir en découvrant d'abord le sommaire que signe pour nous Yolène Etouke. Au sommaire de la 100e de Carrière ce soir, une icône de la musique africaine en success story. Carrière rend hommage à Manu Dibango, le saxophoniste de légende, décédé le 24 mars dernier à Paris. Son parcours et les témoignages de certains proches, portrait inédit à suivre. Dans la rubrique Initiative, nous parlons de la santé de vos cultures. Pyrrhus Coplan et son application clinique agro vous propose une solution qui permet de poser rapidement un diagnostic et de prendre les mesures adéquates. Vous souhaitez optimiser votre profil LinkedIn? Question d'attirer le maximum de recruteurs, ne manquez pas notre coaching du mois. À émission spéciale, invité spécial. Le bassiste du groupe Maka, Serge Maboma, est le premier invité de Carrière. Ses 16 années de collaboration avec Manu Dibango, son regard sur l'entrepreneuriat, c'est à découvrir. Vous regardiez le sommaire de cette édition de Carrière, un programme spécial avec sur le plateau aujourd'hui un co-présentateur, j'allais dire. J'accueille Serge Maboma, bonsoir. Bonsoir Didier. Bienvenue. Merci bien. Et je tenais à juste prendre quelques secondes pour vous remercier de m'avoir invité à cette 100e.
Oui, c'est la centième de du carrière. magazine Donc, Carrière. voilà, pour moi, c'est un très grand honneur d'être là aujourd'hui. Un programme que vous connaissez en télévision? Oui, tout à fait. Tout à fait. Un programme qui est exaltant parce qu'il fait la part belle aux réussites. Et ça, c'est important dans notre contexte. Et vous, vous avez travaillé aux côtés d'une icône, d'un modèle de travail, de persévérance et de réussite, l'icône Manu Dibango, à qui nous rendons hommage dans cette édition spéciale, la 100e de carrière, autant le souligner, 16 ans de collaboration. Serge Maboma, vous qui êtes par ailleurs, il faut bien le préciser, le bassiste du groupe Makaz. Quel souvenir en un mot ou un mot pour décrire cette icône de la musique camerounaise, ce baoba? Humilité, travail. Humilité et travail, c'est deux choses qui comptaient sur lui parce que c'est quelqu'un qui savait mettre les gens en valeur. Dès que vous l'approchiez, il avait cette capacité de vous révéler à vous-même. Et tout en gardant cette distance importante pour que vous sachiez qui il était, mais en vous ramenant tout de suite aussi pour vous montrer qui vous êtes aussi. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire et j'accueillais mon invité pour cette édition, mon co-présentateur, devrais-je dire, Serge Maboma. Installez-vous, nous commençons tout de suite. Et nous parlons d'encouragement et d'encadrement des jeunes Camerounais, comme nous l'avons toujours fait à travers des initiatives pertinentes, en compagnie de Serge Maboma, qui est avec moi pour cette édition spéciale, la 100e, on ne va pas se lasser de le dire. Serge Maboma, nous sommes à l'hôtel de ville de Yaoundé, une ville où vous également, vous êtes aux côtés des jeunes qui entreprennent, qui innovent. Quelle analyse vous faites du dynamisme de la jeunesse camerounaise? Alors, ce que je peux dire d'emblée, c'est que j'ai le privilège de travailler avec des jeunes depuis de très longues années déjà. Et ce que je remarque, tant dans le domaine direct qui est le mien, c'est-à-dire la pratique de la musique, que les métiers autour, on remarque une véritable énergie. Et cette énergie vient du fait que de plus en plus de jeunes ont compris qu'eux seuls peuvent changer leur destinée. Alors ils trouvent des chemins variés et différents, mais qui concourent tous à la réalisation de leur destinée. Moi, je trouve ça fabuleux. Dernièrement, quand j'ai rencontré des jeunes, j'étais face à un problème. On fait de la musique, mais on ne sait pas la vendre. Et j'ai rencontré des jeunes très jeunes qui sont arrivés et m'ont dit « Tonton, on va te montrer comment on fait ». Et la démonstration qu'ils sont en train de me faire depuis quelques temps est fabuleuse. Je me rends compte de combien de fois nous sommes déjà un peu dépassés et qu'on a besoin de s'appuyer sur cette jeunesse-là pour aller encore plus loin et faire davantage de travail que nous faisons, mieux, pour faire encore mieux le travail que nous faisons depuis toutes ces années. Et vous faites bien de parler des solutions qu'apportent les jeunes aux problèmes qu'on a. On va regarder ce reportage en initiative dans notre édition de carrière. Des jeunes qui ont choisi le domaine de l'agriculture pour apporter des solutions concrètes à un problème réel, celui par exemple des maladies qui attaquent les plantes et qui affectent donc les récoltes. C'est un projet baptisé Clinique Agro et conduit par Pyrrhus Coplon et son équipe que je vous invite à découvrir en initiative dans cette 100e de carrière. Bonjour, bienvenue. Je suis Pyrrhus Coplon, promoteur de Clinique Agro. Suivez-moi. Mon collaborateur Jomo Franklin, c'est lui qui gère le marketing, c'est lui qui nous aide dans la promotion de l'application sur les réseaux sociaux, lui qui donne les stratégies de développement et autres. Mademoiselle Blandine, c'est mon assistante, c'est qui gère tout ce qui est administratif. Et voici mon modeste bureau, c'est où tout se passe. C'est moi qui suis le développeur, l'expert en intelligence artificielle. C'est moi qui développe la solution, web et back-end et autres et tout. Et il y a d'autres experts, ils sont deux au Cameroun. Diak Franklin qui est expert en production animale. Et il y a Lionel Kenyé qui est expert en production végétale. Il y en a 5 autres qui sont en Côte d'Ivoire et au Togo. L'idée de Clinique Agro part depuis 2018 avec l'Antique. Vous savez déjà, depuis 2017, l'Agence nationale des TI organise des rencontres entre les startups de l'agritech et les agriculteurs dans le but de connaître les difficultés de ces agriculteurs et de les apporter des solutions digitales. C'est l'idée donc que j'ai rencontré une jeune dame qui m'a fait part de ses frustrations. Elle m'a fait savoir qu'elle avait perdu plus de 70% de sa culture de tomates. Elle nous a fait savoir qu'elle utilisait des produits, les pesticides, les fongicides sans pas marcher. Elle s'est dit que c'était la sorcellerie parce qu'à côté, il y avait une jeune dame aussi qui avait aussi son champ de concombres et ça avait presque les mêmes symptômes et elle a pu traiter.
Je n'avais pas la solution immédiate, puisque quand j'allais aider, j'allais avec une autre solution, une solution de mise en relation entre les agriculteurs et les acheteurs dans la perspective d'une condition de vente. Je suis donc rentré et j'ai commencé à analyser le problème. Je me suis rendu compte qu'il fallait une technologie que je ne maîtrisais pas. J'ai donc bossé et j'ai donc pris dans mon sac encore deux autres ingénieurs, mais c'était plus des ingénieurs agronomes, qui devaient m'expliquer comment ça se passe et tout ça. Et on s'est donc buté au niveau des images, puisqu'il fallait des images qui devaient nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir un prototype. Bon, on s'est battu et on a eu 43 000 images de tomates qui pouvaient identifier 10 maladies. Voilà. Et on a donc développé un prototype, une version web. Et c'est avec cette version web que nous avons gagné le concours, pour exemple. On utilise ici ce qu'on appelle l'IA, c'est l'intelligence artificielle, qui nous permet, n'est-ce pas, à travers d'une seule image, de pouvoir, n'est-ce pas, diagnostiquer la maladie, n'est-ce pas, d'une plante. Concrètement, il suffit que l'agriculteur ait un smartphone. Il ait une connexion Internet, il télécharge l'application. L'agriculteur, lorsqu'il télécharge l'application dans son téléphone, il transforme son téléphone en laboratoire. Et aujourd'hui, on vient de publier une version qui permet à l'agriculteur, même sans connexion Internet, de pouvoir faire le diagnostic. Bon, aujourd'hui, il suffit que l'agriculteur, dans un premier temps, ait Internet. Une fois qu'il a pu télécharger l'application, il peut faire son diagnostic sans connexion Internet. Pour les ingénieurs agronomes, c'était pour un outil, n'est-ce pas, de diagnostic. Parce que parfois, l'ingénieur sur le terrain a besoin d'avoir un outil qui doit lui permettre, n'est-ce pas, de prendre des décisions. Bon, une fois sur le terrain, l'ingénieur peut utiliser cette application pour pouvoir valider, n'est-ce pas, ses recherches et autres et tout ça. Et aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est que dans l'application, on ne prescrit pas les médicaments. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait le diagnostic, on propose des mesures préventives et après, on propose, n'est-ce pas, les ingénieurs agronomes qui sont proches de ces agriculteurs qui doivent être dans le suivi. Bon, maintenant, il faut une communication, une sensibilisation pour pouvoir, n'est-ce pas, former les ingénieurs, former les agriculteurs à mieux utiliser notre application. Clinique Agro est un outil communautaire gratuit. Ceux qui payent la solution, ce sont les sociétés agricoles, les cabinets vétérinaires. Ils sont eux qui payent la solution. Bon, c'est une solution qui vraiment va révolutionner, n'est-ce pas, le monde du diagnostic agricole. Notre solution permet d'anticiper sur les maladies des cultures. Parce qu'il permet de détecter même à un stade précoce la maladie. Puisque parfois, à vue d'œil, vous pouvez voir une feuille de tomate à vue d'œil verte, mais elle a déjà les symptômes de la maladie. Et l'application permet, n'est-ce pas, d'identifier et de permettre, n'est-ce pas, à l'agriculteur d'anticiper sa maladie pour ne pas perdre sa production. Notre but aussi, c'est de pouvoir réduire le coût d'achat des produits phytosanitaires et réduire aussi le coût du panier de la ménagère. En ce moment, on a 25 maladies qui sont actuellement répertoriées dans l'application et on aimerait passer, n'est-ce pas, à 50. Et pour passer à 50, il faut une grande banque d'images. C'est le prix pour examen qui nous a permis de nous découvrir dans le public parce que déjà, on travaille dans l'ombre. C'est vrai que l'Antique nous a accompagnés pendant plus de 2-3 ans parce qu'il fallait tester et prouver la solution sur le terrain et autres et tout ça. À travers ce prix, on a déboursé des bourses, des programmes à l'extérieur, à Paris, à Marseille, au Maroc. Et ça nous a permis aussi de continuer notre formation. Puisqu'aujourd'hui, l'application utilise le deep learning. Au départ, c'était le machine learning. Bon, il fallait faire une formation. Et dans ce programme, il y avait des apprentissages qui nous ont permis d'avoir le produit que nous avons aujourd'hui. Déjà, auprès des agriculteurs, la difficulté était d'abord d'avoir un smartphone et d'avoir Internet. Parce qu'au départ, la solution fonctionnait avec Internet. C'était très compliqué. On a présenté cette solution à Yabassi. Et même la démonstration a été très difficile parce qu'il fallait Internet. L'application est pour les francophones. Et nous sommes en train de développer la version anglophone. Et notre but ici, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, toucher toute l'Afrique. Et pour toucher toute l'Afrique, il faut ces deux versions. Le conseil que je donne
à mes jeunes frères, à mes frères, c'est de continuer de travailler, c'est de persévérer, c'est de ne pas lâcher et de ne pas compter sur le gouvernement parce que c'est souvent ce que nos jeunes frères pêchent en comptant sur le gouvernement. C'est de travailler et de s'entourer des proches qui peuvent les aider. Voilà donc pour cette initiative des jeunes qui ont reçu, il faut le souligner, le prix Orange Pouessam de l'entrepreneuriat social pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Et avec eux, on a constaté que le problème donc, de la formation et du financement des projets se pose. Serge Mabouma, c'est une problématique que vous connaissez également. Oui, tout à fait. Dans tous les domaines aujourd'hui dans notre pays, on a ce souci de formation, on a un souci de formation, on a un souci de financement par la suite. Les jeunes ont des idées, de très belles idées, mais parfois, ce ne sont que des idées, maintenant il faut les mettre en forme, mais parfois ils n'ont pas la technicité, ils n'ont pas la compétence pour aller au-delà de juste une idée. Nous, en musique, c'est de façon empirique, c'est les aînés qui essayent de passer le témoin. Et aujourd'hui, Internet est devenu un nouveau relais. Mais Internet, parfois, n'apprend pas la base. Et donc, tu as parfois des jeunes qui vont trop loin. Il y a des étapes. Il y a des étapes qui sont sautées. Et maintenant, pour le financement, c'est la même chose. On a de moins en moins de structures qui financent les initiatives. Et maintenant, on est obligé d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire des financements alternatifs, peut-être engager des jeunes sur des projets en leur disant que ça pourrait générer de l'argent par la suite. Mais je veux dire, c'est la même problématique. Je pense que le plus important, c'est biblique, on va dire. Pour que le miracle s'opère, il faut se mettre en mouvement. Et j'incite donc les jeunes à se mettre en mouvement pour que après les initiatives les portes vont s'ouvrir d'une manière ou d'une autre. Et il faut, on va le dire ainsi, oser l'avenir, c'est ce que font d'autres Camerounais à travers le cabinet Studeli qui encourage donc les jeunes à aller chercher des financements ou acquérir des connaissances au-delà de nos frontières. Regardons ce reportage. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance de coaching. Aujourd'hui, nous parlons du financement des études à l'étranger. Deux principales méthodes de financement s'offrent à vous. Première méthode, le financement par les bourses. Nous distinguons deux types de bourses. Les bourses étatiques qui sont offertes par des pays amis et qu'on peut identifier au travers du MINUSUP ou alors des différents services de coopération culturelle des ambassades. Le deuxième type de bourse, ce sont des bourses offertes par les organisations. On peut citer la bourse Erasmus de l'Union européenne, la bourse d'excellence Eiffel de Campus France ou alors les différentes allocations master doctorat de l'AUF. Le deuxième moyen de financement, c'est l'autofinancement où les familles supportent la quasi-totalité du projet. Les coûts exigés par les États varient selon les différents niveaux de vie. Dans le cas de la France, il est exigé une somme de 7 380 € pour la première année, hors frais de scolarité. Nous savons qu'il n'est pas souvent évident pour des familles de pouvoir réunir la totalité de la somme lorsqu'elles se sont engagées. Pas de panique. Studeli, présent aujourd'hui dans 13 pays en Afrique, a mis sur pied des solutions avec des partenaires locaux pour vous permettre de finaliser votre projet en contractant à des crédits bancaires. Au Cameroun, c'est le cas avec Advance. Nous allons terminer par quelques astuces. Premièrement, pour gagner en temps et en argent, faites-vous accompagner par des professionnels de la mobilité étudiante internationale. Deuxièmement, sachez que les études à l'étranger ne sont pas réservées seulement aux riches. Il suffit de s'y prendre à temps, d'avoir toutes les informations et de s'engager. Ensemble, osons votre avenir. Allez à la conquête du futur parce que l'innovation n'attend pas. Startups des secteurs de la finance, de l'éducation, de l'énergie, de la santé, de l'agriculture, de l'administration, participez au Orange Ventures Africa Challenge et tentez de bénéficier jusqu'à 150 000 € d'investissement. Déposez vos dossiers dès le 1er juin et jusqu'au 19 juillet 2020. Orange.
Serge Maboma, nous vous retrouvons ici, dans cet espace. Vous avez choisi de nous faire venir ici au laboratoire musical de Bastos, un espace fréquenté à l'époque par cette personnalité que nous allons revoir dans quelques instants. Nous allons, mesdames et messieurs, redécouvrir le parcours inspirant et édifiant de l'icône de la musique camerounaise, le Papy Groove, Manu Dibango. Vous l'avez connu, Serge Maboma. Heureusement, je dirais, je me sens béni de l'avoir connu. Comme tout Camerounais de ma génération, je suis né en écoutant des airs de Manu Dibango. Et puis, après, quand le virus de la musique s'est saisi de moi, mon rêve un jour était juste de le saluer. Un jour, lui serrer la main, ça me suffisait. Et c'est un privilège que vous avez eu. Oui, on est allé bien au-delà de ce qu'on avait espéré, de ce dont on avait rêvé. Un soir de 2002, Manu Dibango est arrivé à un de nos concerts à Paris. Parce que, soi-disant, tout Paris parlait d'un jeune groupe qui arrivait du Cameroun et lui aussi voulait voir ce phénomène. Il est arrivé avec plein d'autres et il nous a fait l'honneur d'être à nos concerts. 1 set, 2 sets et au bout du 3e set, il nous a dit « Je vous attends à la maison ». Le dimanche d'après, nous étions chez lui. Et ainsi commence l'aventure. Et il nous a dit « Je veux jouer avec vous ». Et on ne s'est plus jamais séparés jusqu'à ce qu'il nous quitte. Le dernier concert d'ailleurs que nous avons eu avec lui, c'était au mois de septembre, juste avant qu'il ne fasse le grand concert au Grand Rex à Paris. Il nous avait remis cette affiche, vous avez remarqué qu'au laboratoire, c'est la seule affiche qui est restée. Tout à fait. C'est un hommage parce que lui nous avait donné, il m'avait dit Serge, va mettre cette affiche dans la salle. Serge Maboma, le grand Manu, connaît ce laboratoire musical. Alors oui, chaque fois que Manu venait au Cameroun, quand on avait des prestations qu'on devait faire, c'est ici qu'on travaillait, c'est ici qu'on répétait, c'est ici qu'on s'abreuvait à cette source inextinguible de savoir. Donc je dois dire qu'il nous a fait l'honneur de venir ici et on a échangé beaucoup. Alors, Manu Dibango, on ne pourrait pas en parler, vous et moi, sans que les minutes nous soient comptées, j'allais dire, et on va regarder un portrait dans quelques instants. Quel héritage musical Manu Dibango nous aura laissé? Ce que je retiendrai de Manu, c'est que Manu a décomplexé la musique camerounaise. Et partant, il a décomplexé des jeunes comme nous qui habitions le Cameroun. Il nous a fait croire que nous avions de la valeur. Il nous a fait croire en ce que nous étions. Et ce legs-là, beaucoup d'autres avant nous en ont profité. Je veux dire que avant qu'on crée ce laboratoire, je pense que le Soul Makosagan aurait été la vraie grande école de musique du Cameroun. S'il avait rêvé de faire construire une école physique au Cameroun et que ce rêve n'a pas pu devenir réalité, je pense qu'à travers les différents musiciens qu'il a encadrés, les différents musiciens qui sont passés dans son groupe, vous savez, jouer avec Manu Dibango, ça vous fait gagner, un concert avec lui, vous gagnez 10 années d'expérience. Tellement il est spontané, tellement il est précis, tellement ce n'est pas juste un hommage comme on en fait aux morts. Vous savez, c'est un hommage à la vie. C'est un hommage à la vie musicale que Manu Dibango a eu. Merci Serge Maboma. Je constate que vous parlez par moments de Manu Dibango au présent. C'est bien la preuve, mesdames et messieurs, que l'icône qu'il était, le baobab de la musique camerounaise, qui était ce grand musicien, ce grand chanteur, reste dans notre mémoire collective et la rédaction de l'équipe de carrière s'est empressée de rendre hommage au Papy Groove, décédé le 24 mars dernier suite à la pandémie qui terrasse en ce moment la planète tout entière. Nous n'avons pas des larmes aux yeux, mais exactement des étoiles qui brillent, parce qu'avec lui, la lumière restera parmi nous et nous espérons qu'elle brille sans fin sur lui. Voici l'hommage post-mortem de carrière, Manu Dibango, redécouvrons ou alors appréciez si vous n'avez pas connu de son vivant. Ce rire, on ne le verra plus que dans des vidéos comme celle-ci, disséminées à travers le net pour lui rendre hommage. Le 24 mars 2020, il est rentré dans l'éternité. Un départ fracassant qui a eu le mérite de mettre KO toute une planète en pleine lutte contre la Covid-19. De par sa carrure et ce qu'il représentait, nul ne pouvait imaginer un départ aussi tragique. Très vite donc,
Les hommages, des plus émouvants aux plus engagés, ont fait le tour des médias, saluant la mémoire de celui qui est devenu l'égérie principale de la musique africaine, de la culture de tout un continent. Plus qu'un fils du Cameroun, c'est un homme pluriel, un baobab, un totem qui a été salué à sa juste valeur par le monde entier. Emmanuel Njoké Dibango est entré à juste titre au Panthéon universel. Retour sur le parcours et la vie du plus grand saxophoniste que l'Afrique ait connu. Le fils de Manfred Njoké Dibango, fonctionnaire camerounais à Douala, fervent croyant protestant, a été très tôt piqué par le virus de la musique. Dans un entretien accordé à la SACEM en 2019, à l'occasion de ses 60 ans de carrière, le saxophoniste l'avoue bien, il est né musicien. Je ne sais pas si on devient musicien ou bien si on est musicien. Ça, c'est toujours l'éternel problème. Hein. Parce que vous pouvez avoir des parents, tous les deux musiciens, et vous pas, peut-être peintre ou quelque chose d'autre. Il se trouve que moi, c'est le son qui m'émouvait, qui me meut toujours d'ailleurs. Voilà, donc c'est toujours ce problème, on est déchiré, quoi. Entre ce qu'on aime, est-ce que la projection de vos parents sur vous, c'est une chose, ce que vous aimez. Alors, il faut concilier les deux. Et puis après, si jamais on a un joker, une chance, vous pouvez renverser la vapeur. Ça fait 60 ans que je fais ce truc-là. Compte tenu de l'époque, j'ai été l'un des premiers à laisser tomber les études pour la musique. Donc finalement, j'étais un renégat quelque part. Bon, entre le fait d'être renégat et puis de sortir la tête de l'eau, et du coup de sortir du lot d'ailleurs. Ça prend du temps, c'est mon cas. À son arrivée en France en 1949, Manu Dibango, qui a 15 ans, a pour mission express de devenir un grand homme. Mais mes parents, ils m'avaient envoyé pour devenir un monsieur sérieux. Hein? Un avocat, un docteur, un ingénieur. Et qu'est-ce que je fais? La musique, c'est pas possible. Donc, on m'a coupé. Hein? Il n'avait plus d'argent, rien. Pour payer son premier mois de pension, 3 kg de café et un régime de bananes. C'était bien le seul noir. C'était les temps d'après-guerre et c'était l'époque donc des restrictions alimentaires. Et un jour, il y avait eu un arrivage de bananes ici au collège. Et pour nous, la banane, c'était exceptionnel pour nous, les ruraux de Saint-Calais. Et Manu avait regardé les bananes d'un air très méprisant et il avait dit, il s'en souvient peut-être pas, il avait dit je ne mange pas ces bananes. Chez nous, c'est des bananes cochons, on les donne aux cochons. Et moi, je regardais Manu avec des yeux exorbités, lui qui méprisait les bananes, qui étaient un dessert tout à fait d'exception. Manu est arrivé au printemps de 1949 et il n'avait jamais évidemment vu de neige. Et dès les premières neiges, il a mis de la neige, des flocons de neige dans une enveloppe et il l'a expédié à ses parents au Cameroun pour qu'ils vivent un peu eux aussi l'événement. C'est quoi l'histoire des 3 kilos de café? Je me suis toujours posé Alors cette c'est une légende. Quand on était jeune, on sortait de la guerre. Tout le monde sortait de la guerre. Bon. Et le café était une denrée très, très, très rare en France. Et parmi nous, élèves, qu'on avait envoyés ou boursiers et tout ça, les parents envoyaient, le café, on envoyait par 3 kilos en fait. Et il se trouve qu'à l'époque, le café était tellement rare que 3 kilos de café, ça suffisait pour payer la pension mensuelle des élèves dont les parents étaient cultivateurs. Amis de longue date de Manu, Henri Njo et Ben Ekwala ont partagé une bonne partie de la vie de l'icône.
Des amis que Manu considérait plus comme des frères. Je n'étais pas seulement son ami. Nous avons joué pendant longtemps ensemble. Ma première rencontre avec Manu, c'était à Bruxelles. On s'est retrouvés plusieurs années après, ici au Cameroun, dans les années 65-66. Tout à fait par hasard, je me trouvais dans les environs de la pharmacie des Portiques. Et lui, il passait à côté. Quand il m'a vu, mais on était heureux. On s'est embrassés. Et il m'a dit qu'il devait jouer le soir même. C'était un samedi. Le soir même à la Jungle. Et il m'a invité à venir parce qu'il dit que la soirée serait retransmise en direct par la radio. Il m'a demandé si j'avais mon saxo. Je lui ai dit oui, moi je marche toujours avec. Alors on s'est retrouvés à la Jungle. À la Jungle, il m'a dit de lancer un morceau, n'importe lequel. Je lui ai dit Perdilo. C'est la première fois que je joue avec lui. Il a lancé le premier solo, mais il a fait tellement couler des notes que quand il m'a dit Man, go, c'est-à-dire à toi, j'étais obligé de commencer par sa fin. La façon dont il a terminé, c'est par ça que j'ai commencé pour pouvoir me retrouver. Parce que Manu, il était d'une dextérité extrême. On était très liés. On était des frères et amis. On a beaucoup de souvenirs. Je ne peux pas commencer un. Il va falloir que je dise tout. Ne vous compliquez pas la vie. Là où vous arrivez, ça donne envie. Immortel, Manu l'est aussi dans la mémoire de nombreux jeunes à qui il a transmis le goût et la passion pour la musique. Des jeunes parmi lesquels André Manga, qui de longues années durant a été son chef d'orchestre. Lui que Manu Dibango est allé chercher dans un sous-quartier de Yaoundé en 1979 à la création du club Manu. Aujourd'hui basé aux États-Unis, André se souvient plus d'un bourreau de travail qui avait acquis, bien malgré lui, l'art de la transmission. Il m'a appris une chose, il appelait ça situation à trois inconnus, c'est-à-dire qu'il te mettait devant des situations et te mettait de côté pour voir comment tu vas les résoudre. Moi, j'ai eu à être son chef d'orchestre et c'était difficile, mais c'était difficile pour la formation parce que l'exigence n'était même pas verbalisée des fois. Mais pour travailler avec Manu, comment faire pour travailler avec un géant qui te fait comprendre qu'il attend de toi que tu lui dises ce qu'il faut faire? Alors il est arrivé, il te dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Comment je vais dire à Manu Dibango, qu'est-ce qu'il faut faire dans une chanson? Une chanson de lui. Il me dit, ben, tu as arrangé sur ma pause, bon, je joue quoi, tu fais quoi? Juste pour te mettre à l'épreuve. C'était un grand bosseur. Un grand bosseur. Quelqu'un qui aimait la perfection. Le résultat est là. Quand tu écoutes Manu, quand tu regardes ses concerts, tu sens qu'il y a un baobab derrière. On fait 2 fois et tu viens, sinon c'est trop long. Et j'ai appris beaucoup. J'ai beaucoup appris derrière lui. Sa passion, Manu l'a tirée de son grand vécu dans la musique, bien avant son succès avec Soul Makossa en 1972. De Kinshasa à Abidjan en passant par la Belgique et la France, le parcours atypique de Manu Dibango l'aura conduit aux 4 coins du globe. Lui qui échoue la deuxième partie de son bac à cause d'un voyage en Espagne pour la musique et qui se retrouve sans ressources, son père lui ayant coupé les vivres, va rouler sa bosse dans de nombreux cabarets en France et en Belgique. Une fois que les parents me coupent la bourse, parce qu'ils ont appris que je faisais la musique, il fallait bien que je me débrouille. Voilà, mais je faisais déjà des balles. Dans la région, je suis allé à Reims après. Donc, dans toute cette région-là, on faisait des balles et des choses comme ça. J'avais déjà un pied là-dedans, sans savoir que ça deviendrait
les deux pieds. Voilà, moi je suis entré chez Dick Rivers comme pianiste d'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'on jouait à la Bohème à Montparnasse et qu'un copain de l'orchestre a dit, tiens, au fait, Manu, est-ce que ça t'intéresserait, Dick qui fait un énième comeback là. Il veut remonter un orchestre. Bon, je suis entré là-dedans pour faire pianiste de rock. Moi, c'est OK. Et puis, pendant que j'étais avec lui, Nino Ferrer, on faisait la première partie de Nino Ferrer et son organiste, Estardi, allait ouvrir un grand studio. Voilà. Et donc, la place était libre. Nino me demande si je veux faire l'orgue et tout ça. Vous voyez, c'est au fur et à mesure que... Et je suis entré organiste chez Nino et je suis devenu son chef d'orchestre. Je suis resté 4 ans chez Nino. À la suite de son mariage avec la Belge Marie-Josée dite Coco en 1957, Manu, qui s'est installé en Belgique, à Bruxelles, va faire la rencontre de Joseph Kabasele, artiste musicien congolais. Une rencontre qui s'annonce déterminante pour la suite de sa carrière. Une rencontre sur fond de conférence pour l'indépendance du Congo belge, l'actuelle République démocratique du Congo. Une rencontre qu'il qualifiera d'opportunité au micro de Claude Siard de RFI dans un entretien à l'occasion de ses 85 ans, dont 60 dans la musique. Les Congolais ont toujours fait ça. Chez eux, la politique se discute toujours dans les boîtes. Quand ils sont arrivés à Bruxelles, ils ont continué leur histoire. Simplement, il n'y avait que 2 boîtes, quoi. Et notamment les Anges Noirs de Fonseca. C'est là alors que tout le monde, les Lumumba, les Kalonji, en fait, tous les gens qu'on cite dans Indépendance Tcha-Tcha. Donc, Kabasele arrive dans les valises, en fait, de Lumumba, parce que c'est Lumumba qui a amené Calais, le Grand Calais et l'orchestre. C'est la première fois qu'un orchestre africain, d'ailleurs, venait en Europe et a enregistré dans les conditions optimales que tu as en Europe, quoi. Et là aussi, l'opportunité, c'est que Kabasele, il fréquentait la boîte. Et bon, j'étais saxophoniste, tout ça. Et lui, son saxophoniste, était malade. Il n'a pas pu venir. Voilà l'opportunité. Ouais. Donc toutes les séances, là, y compris Indépendance, Tcha-Tcha, j'étais dedans. J'ai fait un twist. Mais oui. Et Léopold lui qui chante ça. Maintenant, bon, évidemment, toujours saisir le truc. J'étais parti pour 1 mois parce que le club dans lequel je jouais fermait au mois d'août. Donc je m'en vais au mois d'août pour 1 mois et je reste 2 ans. À la demande de son père, Manu consent un premier investissement d'envergure au Cameroun en 1963. À Douala, il crée le club Tam Tam. Il y anime de grandes soirées jazz, mais ne manque pas de faire un tour à chaque fois chez son ami et collègue saxophoniste Benoît Ekwala, lui aussi propriétaire d'un club. J'ai monté ici un cabaret qu'on appelait le Bosquet. Manu aussi avait monté un cabaret à Bonanjo, où il jouait avec Rhoda Scott, avec des Américains. Mais il finissait tôt. Et quand il finissait, tout le monde se rabattait chez moi, c'est-à-dire au Bosquet. Et c'est là alors que l'animation commençait au Bosquet. Parce que Rhoda Scott prenait le piano, Steve Phillips prenait la batterie, Manu et moi, nous étions au saxophone. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir l'ambiance que nous pouvions créer. Malheureusement, le club Tam Tam doit fermer ses portes. Idem pour le deuxième qui l'ouvre quelques années plus tard à Yaoundé en plein centre-ville. Des échecs qui poussent Manu, bien malgré lui, à se résigner à ne plus tenter un investissement au pays. Il y avait incompatibilité d'humeur.
Il ne se faisait pas entendre. Par contre, à l'extérieur, c'est tout le monde qui le publicisait. Tout le monde. Il a commencé à investir au Cameroun depuis longtemps, en 1979. Quand moi, il m'a découvert, c'est parce qu'il avait le club Manu Dibango à Yaoundé, qui était supposé être un centre culturel pour les jeunes musiciens camerounais qui ont eu la chance, à cette époque-là, de voir des artistes importés, des artistes américains importés à ses frais pour faire avancer la culture au Cameroun. Je pense qu'il a placé le Cameroun très haut dans l'estime de l'art dans le monde entier. S'il s'est lancé très tôt dans la musique, Manu va mettre du temps à trouver véritablement le succès. En 1972, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations qu'abrite le Cameroun, il est invité à composer l'hymne de la compétition par les autorités du pays. Sur la face B du 45 tours, Manu enregistre ce qui devient alors un succès planétaire. La légende de Saul Makossa naît, propulsant Manu Dibango au rang de précurseur de la world music. Ça s'est passé naturellement, c'est un morceau parmi d'autres que j'ai fait et que le public s'est arrêté. Et la magie du tube, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, le monde entier s'arrête sur un truc de vous. Et déjà, c'est une chance qu'on vous écoute. Mais ensuite, qu'on s'arrête sur un truc, je crois que vous êtes le premier surpris, hein, logiquement. C'était la phase B d'un truc. Il ne comptait pas spécialement. Le tout qui comptait, c'est l'hymne. On avait fait l'hymne pour la Coupe de football qui est célèbre chez nous, la CAN. L'hymne a bien marché. Partout on joue l'hymne. Enfin, elle n'avait pas la magie. Et on a perdu en plus ce truc dont personne ne voulait plus écouter ça. Alors, encore moins la phase B. Et puis, il se trouve que 1 ou 2 ans après, il y a des Noirs américains qui cherchaient leurs racines. Il y a la Black Exploitation, il y a Roots, il y a James Brown, I'm Black and Proud. En fait, toute cette époque-là, ils sont donc venus chercher des disques africains en France. Et toutes les maisons de disques qui avaient des disques africains leur ont donné des disques. Et puis le winner, c'est celui-là, quoi. Mamako, Mamasa, comment c'est arrivé? Oui. C'est arrivé parce que dans nos jeux des enfants, il y avait un mouvement qu'on appelle la javanaise chez nous. Tu ajoutes des mots à une phrase. Par exemple, si je dis Namapula, je veux. Tu vas dire Nava, Mava, Pouva, voilà. Je dis tiens, je vais essayer ça avec Makossa. Je lui dis Makossa, je veux faire Makossa. C'est vraiment... C'est comme ça. Oui, c'est du javanais de Douala. Quand les gens entendent Saul Makossa, ils disent que mon succès a été fulgurant. Mais vous savez, ce succès fulgurant m'a pris 24 années. 24 années de galère. 24 années à jouer. Et puis, un beau jour, boum, Saul Makossa. Reprise par de nombreux artistes, la chanson est plagiée par Michael Jackson, puis Jay-Z et Rihanna, des stars américaines. Le succès de Saul Makossa est tel que Manu Dibango se retrouve sous les feux des projecteurs aux États-Unis, aux grandes dames de la France, sa terre d'accueil, dont il ne s'est jamais éloigné. En fait, s'il a passé une grande partie de sa vie en Hexagone, Manu Dibango n'a jamais pris la nationalité française. Il y a des périodes où moi j'étais français, puisque je suis arrivé ici comme citoyen de l'Union française. Il n'y avait pas encore d'immigration. Les immigrés, c'était les Espagnols, les Portugais, les Italiens. Nous, on était français, puisqu'on sortait de l'Empire français. Donc on pouvait aller n'importe où en France, on n'avait pas de problème. Donc
Les problèmes ont commencé à partir de 1960, quand les indépendances sont arrivées. Donc on était sénégalais, camerounais, congolais et tout ça, avec des passeports différents. Mais nous, avant, on avait des passeports français. Entre-temps, Papy Groove poursuit sa carrière avec notamment un passage réussi à la télévision où il anime des programmes sur Antenne 2 en France. Malgré tout son succès, l'homme reste humble et ne manque jamais d'égayer de son rire légendaire les rencontres avec ses amis. Illustration dans cette vidéo, publiée sur les réseaux sociaux où l'on peut voir Manu Dibango aux côtés de ses amis et frères, avec toujours au cœur des échanges, la musique. Il a compris très vite pouvoir séparer l'artiste et l'humain. Manu était très, très généreux. Il était très, très humble. Ça, c'était une nature. Ce n'était pas, comment dire, ce n'était pas un acte qu'il posait. Il était généreux, c'est-à-dire que il rencontrait n'importe qui, il s'asseyait avec tout le monde, il mangeait avec tout le monde, il aimait en particulier les Camerounais et le Cameroun. Donc pour lui, le nom ou alors la notoriété Manu Dibango n'était pas une barrière qu'il se mettait par rapport aux gens. Souvenez-vous qu'en 1979, quand il est au fait de sa gloire, à ce moment-là, quand il se tourne vers un petit comme moi, dans un sous-quartier, quelque part à Yaoundé, pour venir me chercher dans le sous-quartier, ça, si ce n'est pas l'humilité, je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est. J'ai été malade, j'y suis toujours. J'ai fait 2 AVC. C'est lui qui était le garde malade. Je suis parti du 3e étage, j'ai cassé la tête au rez-de-chaussée. C'est lui qui était le garde malade. Quand il rentrait de ses tournées, il venait toujours rester avec moi à l'hôpital, le temps que je me rétablisse. C'est des souvenirs que je ne peux pas oublier. Il a laissé un nom. C'était un grand homme. Il avait une force que j'admirais moi-même. Déjà, les amis me demandaient toujours comment il fait ton type là. J'ai dit le moule qu'il a fabriqué, on l'a détruit le lendemain. Il n'y aura plus une autre manière. C'était un monsieur humble. Il était à l'écoute de tout le monde. Il rendait service à qui il veut. Les gens ne le connaissaient même pas, ils ne savaient pas qu'il était aussi accessible. Parce que je l'amenais partout, je partais. Partout, alors partout. Il reste gravé à ma mémoire à vie. Chevalier de la Légion d'honneur en France et détenteur de nombreuses distinctions à travers le monde, Papy Groove, Manu Dibango, laisse à la postérité un héritage musical immense. Une discographie qui épouse à elle seule l'universalité de la musique et redonne à l'Afrique sa place sur l'échiquier planétaire. Il avait une vision, il avait un pas d'avance sur la musique africaine, sur les Africains en général, dans le domaine de la musique, parce que ses œuvres parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'a jamais séparé son côté africain, ni son côté camerounais dans sa musique, mais il a tiré sa musique, la musique camerounaise vers le haut. Bon, sûr que beaucoup n'ont pas suivi, mais sa bataille était de sortir la musique africaine en général et camerounaise en particulier, des sentiers battus, des histoires en dessous de la ceinture, des musiques qui servent uniquement à la vente des beignets, mais plutôt faire en sorte que la musique africaine en général ou camerounaise puisse s'inscrire dans l'histoire, qu'on puisse écrire dans des livres, qu'on puisse écrire
des partitions de musique africaine. Et vous savez qu'il a embrassé toutes les cultures camerounaises. Et il nous laisse là un trésor. Et je pense que beaucoup devraient penser à ça comme une université informelle en réalité. Manu Dibango, ce qu'il laisse à la postérité, c'est l'amour de la musique. Manu était un passionné de la musique. L'Afrique a perdu quelqu'un qui était le bouclier de ces gens-là qui peut-être n'ont même pas encore compris ce que c'est que la musique, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, mais on savait qu'on avait Manu Dibango qui représentait tout un continent. Bon, maintenant, le vide est là, il va falloir le combler. Quand on a une passion, il faut la poursuivre, même si la route est longue. Ne renoncez jamais. Abnégation, courage, détermination. Manu Dibango a construit sa riche carrière à la force du travail. Au-delà du succès, c'est l'humilité et la grandeur d'âme de cet artiste hors du commun que ses amis regrettent tous. Pour le reste du monde, il laisse à la postérité un héritage énorme, celui d'un homme qui a su vivre de sa passion et en a fait sa vie. Merci, Manu. Ces mots sont très durs pour moi parce que j'ai la chance que tu as jeté ton dévolu sur moi et que tu as fait de moi ce que je suis devenu. J'ai eu la chance d'avoir attiré ton attention et que tu m'aies donné aussi la chance de faire partie de ton univers musical. Ce que je peux te promettre, c'est que je travaillerai de plus en plus dur pour essayer de parfaire ta vision. Et je te dis merci. Et pendant que tu fais la musique maintenant avec les anges, sache que nous sommes là et nous pensons à toi tous les jours. Dibs, bon, tu nous as quittés. Sache que tu as laissé beaucoup de tristesse dans ton pays, le Cameroun, et même dans le monde. Tu as fait ce que tu as pu. Tu nous as laissé un héritage qui ne mourra jamais. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Comment on s'appelait? On avait nos petits noms. Na, Nding. Au revoir. Je ne peux pas te dire adieu. Au revoir. Je suis seulement déçu qu'on n'a pas eu le temps de faire nos projets qu'on avait ensemble. Mais le bon Dieu en a décidé ainsi. Au revoir. Que ton âme repose en paix. Au revoir, Manu. J'espère que le monde entier va fêter tes obsèques dignes du nom que tu portes. Je l'espère, car tu as beaucoup fait. Dieu en est témoin. Au revoir, Manu. Et nous avons sorti notre co-présentateur Serge Maboma de son laboratoire musical pour l'amener ici dans le Smart Store d'Orange. Nous sommes en plein boulevard du 20 mai. Vous comprendrez pourquoi. Je vous ai dit que pour cette 100e, nous devons dire merci à tous ceux qui nous encouragent, mais également à nos soutiens. Merci Orange pour tout le sponsoring et l'accompagnement. Serge Maboma, on parlait donc de Manu Dibango qui repose désormais en paix. Quelles leçons vous tirez de ce parcours, de toute cette trajectoire impressionnante? Je dois dire que la passion avec laquelle Manu a travaillé est une leçon pour tout le monde. C'est-à-dire que ce monsieur, il est resté jeune. Comme aurait dit un auteur que j'aime beaucoup, il est mort pendant qu'il était encore en vie. C'est-à-dire que
Depuis ses 70 ans, il nous disait, à partir de ce moment, je suis en train de voler des moments à Dieu. Donc, il avait cette passion, il avait cette jeunesse éternelle, cette flamme qui brûlait et qu'il arrivait à transmettre à toutes les personnes qui travaillaient avec lui. Je dois dire que pour avoir côtoyé ce monsieur, il avait une énergie, une envie de s'améliorer à chaque fois. Et ce qui était impressionnant, c'est que jusqu'au bout, sa mémoire était vive. Il avait toujours de nouveaux arrangements qu'il faisait. Il avait toujours de nouvelles choses qu'il voulait proposer sur sa musique. Il voulait des classiques, mais qu'il voulait des classiques qui évoluent. Et ça, c'était quand même quelque chose de fabuleux. Dans le même temps, je dois dire la rigueur. La rigueur. Il nous a enseigné la discipline. C'est un monsieur qui n'arrivait jamais en retard à ses rendez-vous. Et je pense que l'une des leçons que j'aurais retenues de la proximité avec lui, c'est d'être professionnel, de respecter autrui, de se respecter soi-même et du coup de respecter autrui dans le travail qu'on est en train de faire. Certains parleraient d'entretien de son image auprès de différents publics, de gestion de sa carrière. Et on va voir... Hein, et de sincérité. Et de sincérité. C'est cette sincérité-là qui lui permettait de ne pas jouer un rôle, mais d'être toujours lui où qu'il soit. Il faut donc donner de bonnes informations sur soi, il faut entretenir un réseau professionnel. On va le voir dans le coaching que je vous invite à regarder. On parle de l'entretien de son profil professionnel à travers une plateforme précise, c'est LinkedIn. On va voir cela avec Joseph Abena, notre coach qui nous dit donc comment entretenir son profil professionnel à travers LinkedIn, une plateforme que vous connaissez, Serge Mabouma. Non, justement, je suis curieux de voir ce que Joseph Abena va nous expliquer. Alors, parce que j'ai entendu parler de LinkedIn. Je crois qu'à la fin de l'élément, j'en saurai davantage. Voici ses conseils et astuces dans la rubrique coaching. Bonsoir, bienvenue dans cette session de coaching. Ce soir, nous allons vous donner 5 conseils pour soigner votre profil LinkedIn. Déjà, c'est quoi LinkedIn? LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Le plus grand réseau professionnel au monde qui regroupe en réalité un ensemble de professionnels de divers domaines d'activité qui échangent entre eux et sont mis en relation. Ce que vous ne savez pas forcément, c'est que LinkedIn, avec plus de 650 000 utilisateurs au Cameroun, est le deuxième réseau social le plus utilisé du pays, juste derrière Facebook et devant les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, Snapchat ou encore TikTok. Donc en réalité, nous verrons 5 conseils ou astuces concrètes pour pouvoir avoir un profil LinkedIn qui vous permet de se démarquer. Premier conseil, avoir une photo de profil professionnelle qui vous met en valeur. La photo de profil, c'est la première image, la première impression que les utilisateurs auront lorsqu'ils vous verront sur ces réseaux sociaux. Le second conseil que j'aurais à vous donner, c'est de pouvoir mettre un titre qui est accrocheur et engageant. Le titre, en réalité, sur LinkedIn, c'est 120 caractères, juste en dessous de votre nom et prénom, qui vous permettent en réalité de décliner votre identité professionnelle. Dans cet espace, en réalité, vous pouvez renseigner votre position actuelle, c'est-à-dire votre titre professionnel, le nom de l'entreprise, ou encore, vous pouvez mettre un titre générique par rapport à votre métier ou au métier que vous aspirez dans le cadre de votre profession. Troisième astuce, c'est de pouvoir renseigner un résumé clair et précis. En dessous de la photo de profil et du titre, la plateforme LinkedIn vous permet de pouvoir renseigner un résumé qui décrit en réalité de façon synthétique votre profil professionnel. Donc, utilisez cette section pour pouvoir y mettre en réalité un condensé de votre expérience professionnelle et ressortir les principales réalisations et compétences qui sont les vôtres. Le quatrième conseil, c'est de pouvoir renseigner de façon explicite vos expériences professionnelles. C'est l'une des principales fonctionnalités de cette plateforme. Donc, utilisez-la en réalité pour renseigner de façon chronologique l'ensemble des activités que vous avez menées dans les entreprises, de façon très simple et explicite. Rassurez-vous que cela cadre exactement avec ce qui est dans votre CV et cela permettra en réalité de donner à l'ensemble des utilisateurs une visibilité assez précise sur votre parcours professionnel. La cinquième astuce, c'est de pouvoir obtenir des recommandations. L'une des fonctionnalités intéressantes de la plateforme LinkedIn, c'est qu'elle permet en réalité d'afficher aux yeux de tous, sur votre profil, un ensemble de recommandations de vos pairs. Ce qui permet en réalité d'avoir sur votre profil, en réalité, des recommandations de vos anciens superviseurs, de vos anciens patrons, ou alors des clients qui ont bénéficié de vos services et qui donneront en réalité un feedback positif sur l'expérience de collaboration avec vous. La recommandation, c'est quelque chose de très important qui permet en réalité aux recruteurs ou aux autres professionnels de savoir qu'ils ont affaire
à un professionnel qui en réalité décrit ou atteste ou qui crédibilise le contenu qui est sur son profil. Et des profils avec recommandation ont 2 fois plus de chances d'apparaître dans les recherches sur cette plateforme-là. Pour terminer, nous disons que LinkedIn, en réalité, avec un profil bien à jour, cela intéressera toujours des recruteurs. Chez Orange Cameroun, par exemple, nous nous attardons particulièrement sur des profils qui renseignent de façon bien claire leur expérience professionnelle, qui mettent en valeur les compétences clés du candidat et également listent les formations et éventuellement les certifications. Ce qui permet, lors d'un processus de recrutement, de pouvoir faire le parallèle très rapidement et très simplement entre les attentes sur le poste qui est ouvert et le profil du candidat. Et pour terminer, nous dirons que LinkedIn, c'est votre CV virtuel et vous devez en prendre soin. Serge Maboma, nous arrivons au terme de cette édition de carrière, mais je ne saurais vous laisser partir sans vous demander comment se portent vos projets à vous-même, au niveau notamment du groupe Macaz. Je dois dire que comme tout le monde, nous avons été frappés par cette pandémie, mais nous sommes en train de réagir. C'est pourquoi nous avons, au sein de ce qu'on appelle le laboratoire musical de Bastos, initié ce que nous avons appelé le concept Stay Alive. C'est-à-dire rester debout, continuer à faire du live, inviter les artistes en petit comité à venir faire des concerts que nous allons après trouver le moyen de diffuser sur tous les réseaux existants déjà. Donc aujourd'hui, il y a cet engouement autour de ce projet par les artistes, pour les artistes et vers le public aussi, pour qu'ils ne soient pas sevrés complètement de musique de qualité pendant cette période difficile. Alors nous avons été particulièrement heureux de vous recevoir en ce mois de juin, je dois le préciser aussi, où on célèbre la musique à travers la planète. Une co-présentation du magazine Carrière, c'est la 100e. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Écoutez, je dois avouer que c'est plus stressant que de tenir une guitare. Parce que je ne suis pas complètement à mes aises, mais je crois que vous avez fait le nécessaire pour que cela se passe ainsi. Et je tenais à remercier aussi toute l'équipe qui a été très sympathique autour de ce projet. Je souhaite longue vie et peut-être, j'espère être là pour la 200e. Et la 200e, on va y travailler avec toute l'équipe de production. Je remercie ceux qui ont préparé cette édition spéciale. Georges-Niel Messi a coordonné la rédaction et Alain Kouam a conduit l'équipe technique ici. Nous sommes à l'hôtel de ville de Yaoundé qui nous a permis également d'être donc dans un beau décor et une belle ambiance. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, respectons les mesures barrières afin de rester en vie et à continuer dans notre carrière. This program was brought to you by Orange. Orange. Because your health matters to us, helping you respect protective measures is our priority. Keep your hands clean with water and soap or a hydroalcoholic gel. What's more, you can handle everything from your phone. No need to leave your house. If you must go out, always protect yourself. Respect the 1 meter safety distance. Carry out all your transactions without handling cash, free of charge at our Orange Money partners. Your safety is our priority. Follow instructions, learn more about Orange Cares About You on www.orange.cm. Orange. Technology can never replace teachers, classrooms, or classmates. At Orange, we will do everything we can to ensure that everyone can still continue to learn. Brings you closer to what matters. Orange. Aider les jeunes à s'insérer au plan socio-professionnel, mettre en lumière les vraies valeurs de la République. Voilà l'ambition que nous nous sommes donnée il y a plusieurs années. En fait, mettre... Ah non. C'est un projet conduit par Pyrrhus Coplon et son équipe. Un projet, non, c'est un projet baptisé ou un projet conduit par Agro, conduit par Idriss Coplon. Pyrrhus. On va le voir dans le coaching que je vous invite à regarder. On parle de l'entretien de son profil professionnel à travers une plateforme précise, c'est LinkedIn. Et on va voir cela avec un de nos coachs, parce que j'ai oublié le nom, évidemment, je commence à dire votre